Merci, Monsieur le Président. Donc, poursuivre où nous avons laissé précédemment. Dans le nombre d'unités qui ont été livrées, en 2016-2017, donc dans l'année financière de livraison, il y a 1715 unités qui ont été livrées. Et en 17-18, il y en a eu 693. Donc, est-ce que, selon la ministre, ce n'est uniquement un enjeu des CMA, des coûts maximaux autorisés, admissibles, qui explique cette différence-là? Parce qu'il y avait autant d'unités qui avaient été budgétées. Donc, on passe en 16-17 de 1715 unités de livrées, de réalisées, et l'année d'après, donc qui est celle qu'on vient de terminer, 693. Donc, c'est moins de la moitié. Donc, je répète ma question. Est-ce que c'est uniquement en raison des CMA qui ne sont pas assez élevés, ou la ministre a une autre explication? Madame la ministre. Je vous dirais qu'il y a les CMA, les coûts de construction, les montages financiers avec la contribution du milieu. Lorsqu'on regarde Montréal, ça peut être un coût de décontamination de terrain qui a fait grimper en flèche le coût pour pouvoir réaliser. Donc, ce n'est pas juste la portion du gouvernement, contrairement à ce que le collègue Lacaque a laissé penser. Ce n'est pas que notre portion. Il peut arriver qu'il y ait un montage qui soit fait à un endroit où tu vas te rendre compte que le terrain il est contaminé. Puis à partir du moment qu'il est contaminé, le terrain, quand même qu'on veut, on ne peut pas, il faut le décontaminer avant. Dans ce cas-là, est-ce que pour ce genre de situation-là, la réforme d'axéologie, je comprends qu'elle ne peut pas ajouter toute la question de la décontamination des sols, etc. Il y a d'autres programmes qui existent. Là, je ne sais pas si Climat-Sol existe encore, mais bon, il y a d'autres éléments. Mais est-ce que, à tout de moins, pour les enjeux qui sont de la partie du gouvernement et la partie de la SHQ, donc entre autres les CMA, est-ce que ça fera partie de la réforme d'axéologie pour véritablement régler cette situation-là et que nous ne sommes pas toujours à la traîne dans le nombre d'unités qui sont livrées? Parce que ça ne sert pas à grand-chose de budgéter de nouvelles unités si on n'est pas capable de livrer celles qui sont déjà budgétées. Madame la ministre. Effectivement, M. le Président, je pense que c'est important de mentionner que les coûts admissibles, c'est une chose. Le travail de terrain qui a été fait par le député de Côte-Sud, c'était pour venir changer certaines données que les groupes nous ont mises au parfum. Ils nous ont dit, telle donnée, on a un problème avec ça. Par exemple, c'est peut-être les taux d'intérêt, il y a un paquet de choses. C'est pas juste les coûts de construction. Okay? Donc, la nouvelle version d'Axéologie sera bientôt disponible pour pouvoir aller de l'avant. Et je peux vous dire que les irritants sur le terrain, on les a bien entendus et que la nouvelle refonte va pouvoir répondre à ce questionnement-là. Vous savez, M. le Président, j'aimerais prendre juste le temps peut-être d'ajouter, moi, la Société d'habitation du Québec, là, okay, je considère que c'est un organisme qui fait un travail extraordinaire. Il y a 1 milliard et quelques de budgets qui sont là. On gère différents programmes. Je ne prétends pas que tout est parfait, loin de là. Il y a toujours place à l'amélioration. J'ai une nouvelle PDG qui, comme vous le savez, a été nommée. C'est la première femme en 50 ans d'histoire à la Société d'habitation du Québec à être nommée à la tête de cet organisme-là. Je pense qu'il faut saluer le travail de Mme Marcoux, travail qui a été salué par les organismes aussi. Okay? Ce qu'on se rend compte, c'est que depuis 6 mois, parce qu'il y a une ministre dédiée à l'habitation, ça fait une différence, ça fait une réelle différence. Tous les organismes le reconnaissent sur le terrain. Okay? Une réelle différence. Et je suis convaincue. Ce qui fait une différence, c'est que c'est sur le temps de l'opposition officielle. Et je comprends que c'est... Je suis tout à fait d'accord. Je félicite la nouvelle PDG de la SHQ, qui est une femme, effectivement, puis on doit le souligner. Mais malheureusement, pour le soutien communautaire, il y a eu une déclaration d'un certain nombre d'organismes, le Réseau québécois des OSBL d'habitation, le Regroupement des offices d'habitation du Québec, la Confédération québécoise des coopératives d'habitation et l'Association des groupes de ressources techniques du Québec qui demandent un réinvestissement pour le soutien communautaire
de l'ordre de 30 millions de dollars pour assurer un plus grand accompagnement, un aide, un soutien pour les personnes qui sont en logement social, mais aussi pour s'assurer que ces personnes-là puissent davantage avoir se faire reconnaître leurs droits, mais d'être aussi impliqués, d'être aidés, entre autres, des fois le renouvellement du bail, etc., mais aussi pour leur implication dans la société, puis leur réinsertion. Donc, on sait qu'il y a un enjeu pour les personnes vivant des situations d'itinérance, mais aussi pour l'ensemble des locataires. Donc, est-ce que la ministre a l'intention de répondre favorablement à la demande de ces groupes et d'octroyer cette aide pour le soutien communautaire? Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, évidemment, les demandes des groupes communautaires, vous le savez, majoritairement sont financées soit dans le SAQET, soit par le programme de l'OPSOC, qui est au niveau du ministère de la Santé. Nous, on a des petits budgets à la Société d'habitation du Québec. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai annoncé même dans mes remarques qu'à même le fonds, là, qui à terme à 2023, on va avoir 400 quelques millions. Il y aura la possibilité de redistribuer aux organismes communautaires certaines sommes d'argent là-dedans. N'est-ce pas? Oui, on me fait signe que oui. Ce que je peux vous dire présentement, c'est que nous, on a que le PAOC qui est sous notre responsabilité, où en 18-19, on va avoir 1 570 000 qui sera investi. Pour nous, c'est une augmentation de 3,3 % de budget qui sont dédiés à ce programme-là. Donc, évidemment, je vous dirais que les groupes communautaires sont importants pour nous, là, et qu'évidemment, je travaille avec mes collègues, autant à la santé qu'à l'emploi solidarité sociale, pour faire en sorte que les groupes communautaires puissent avoir leur montant d'argent. Mais je rappelle aussi qu'en débloquant les projets Axélogie, ça va permettre notamment aux groupes de ressources techniques de pouvoir continuer à vivre parce que les projets doivent se réaliser si on veut que les groupes puissent continuer à faire leur travail. Je comprends, Monsieur le Président, entre autres pour le PAOC. J'entends, c'était une de mes prochaines questions, donc je considérais que la question a été posée, étant donné qu'on a eu la réponse pour une augmentation pour le financement à la mission pour les organismes en habitation. Mais pour le soutien communautaire, il y a un montant qui est quand même lié en fonction, quand on attribue un certain nombre, une unité, donc il y a un montant qui vient aussi puis qui est accompagné. Donc, est-ce que pour ces organismes, pour ces projets, il y aura un montant qui va aussi pouvoir être augmenté, bonifié pour le soutien communautaire? Est-ce que ce sera dans la réforme d'Axélogie? Bien, je vais commencer par vous dire que les offices, bougez pas, les offices d'habitation des associations de locataires de HLM bénéficient des sommes pour des activités sociales, des soutiens communautaires, 4,3 millions qui sont investis annuellement. Ça fait partie aussi de différents organismes. Un regroupement, des organismes communautaires qui jouent un rôle essentiel dans le soutien bénéficient d'une aide financière, ça c'est le 1,57 million. Que dans le plan d'action gouvernemental de l'inclusion économique, participation sociale, 2,3 millions de dollars sur 4 ans pour améliorer les conditions de vie, la participation sociale des personnes qui vivent en logement social, et que chaque année, il y a 300 000 dollars qui est réservé par la Société d'habitation pour l'initiative de développement durable d'entraide et de mobilisation. Donc, c'est une initiative qui permet d'encourager les initiatives sociales. Donc, déjà, il y a des sommes d'argent qui sont investies par la Société d'habitation. Puis, je pense que c'est important de répéter, c'est que c'est un organisme avec un conseil d'administration et que, comme ministre, moi, j'ai pas de programme dans un ministère comme on voit dans les autres ministères. Je n'ai que des organismes qui sont sous ma responsabilité avec leur propre budget. Donc, évidemment, je pense que vous connaissez mon affection pour les groupes communautaires. Donc, il est évident qu'on travaille avec nos partenaires, qui saluent d'ailleurs le travail qui est fait par la Société d'habitation du Québec. 5 minutes, M. le député de Saint-Jean. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est de la stratégie fédérale du logement du Canada, 40 milliards sur 10 ans qui ont été annoncés, 100 000 logements sur 10 ans à travers le Canada. Le ministre Duclos, le ministre fédéral, avait dit en novembre 2017 que le Québec aurait sa propre entente. La ministre, qui est devant nous aujourd'hui, a déclaré en avril 2018 que le Québec aura sa propre entente asymétrique afin d'obtenir sa part qui lui revient des fonds fédéraux en habitation. Donc,
combien de ces 100 000 logements de la stratégie fédérale comptez-vous aller chercher pour le Québec? Combien est-ce que le Québec recevra dans le cadre de cette entente asymétrique? Et quand allons-nous avoir cette entente? Madame la ministre? Oui, Monsieur le Président, merci vraiment pour cette question-là, parce que je pense que c'est une question qui est fort importante. Je pense que c'est important de préciser que le Québec a dit que nous voulions une entente. Lorsqu'il y a eu la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de l'habitation, moi j'étais ici, je n'étais pas là-bas, parce que nous avions déjà envoyé comme indication qu'on n'adhérait pas à la stratégie nationale du logement. Cette journée-là, le ministre Duclos a réitéré que le Québec aurait son entente. Je peux vous dire que les négociations sont présentement en cours avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. De notre côté, la négociatrice en chef pour le Québec, c'est Magdalene Marcoux, donc notre PDG à la Société d'habitation du Québec. Et pour la portion fédérale, c'est sa vis-à-vis qui est à la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui, communément appelée la SCHL, qui négocie. Donc, je peux vous dire que les négociations sont débutées. Je peux vous dire qu'à chaque fois que le Québec en habitation a eu des ententes à part, ce qui est le cas historique, ça a toujours été des ententes qui étaient avantageuses pour nous. Je pense qu'il est prématuré de vous donner des chiffres, mais je peux juste vous dire que Maître Marcoux est une négociatrice aguerrie, est le bon mot, aguerrie pour faire en sorte que le Québec puisse avoir sa juste part. Je pense que c'est important de rappeler que nous ne voulons pas de conditions. On ne veut pas être assujetti à la Société canadienne d'hypothèque et de logement. On a son équivalent, la Société d'habitation du Québec. Il faut comprendre que le Québec est différent d'ailleurs parce que nous, ça fait des années qu'on a investi en logement social et il y a beaucoup d'autres provinces qui ne l'ont pas fait. Donc, on est rendu à des années où on doit rénover nos parcs immobiliers et bien évident qu'on négocie pour avoir ce qu'on a besoin pour répondre aux réalités du Québec. Quand tu n'as jamais investi dans ton logement social avant, tu peux toujours bien pas faire des réparations. Nous, on a investi, ce qui n'est pas le cas des autres provinces. Donc, on comprendra que le Québec est ailleurs du reste du Canada, puis c'est correct aussi. Je pense que M. Marcoux va bien tirer son épingle du jeu pour que le Québec ait ses intérêts. Heureusement, il y a bien d'autres questions que j'aurais aimé poser sur cet enjeu-là, mais je devais vous poser, je crois, ma dernière question avec le temps qu'il me reste. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à la Commission de l'économie et du travail sur la question de l'accessibilité universelle. Lors du précédent budget, pas le dernier, le précédent, 8 millions de dollars a été octroyé pour l'accessibilité des commerces, des entreprises, entre autres. Est-ce que la ministre a l'intention de travailler avec la Régie du bâtiment, entre autres par rapport au Code du bâtiment, pour faire une réforme pour que plutôt qu'on ait à rendre accessibles des immeubles, qu'on s'assure que les nouveaux immeubles soient tous accessibles? Bien, tous. Au moins ceux qui sont du public et... Une minute, Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, je dirais simplement que mon collègue, le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, dans son projet de loi 155, avait les suites à donner sur l'engagement budgétaire qui avait été pris l'an passé. Comme vous le savez, le projet de loi a été sanctionné le 16 avril dernier. Donc, évidemment, je ne peux vous dire qu'il me reste une toute petite étape à faire pour qu'on puisse mettre en branle ce programme-là. Il fallait définir les barèmes dans... Modification au Code du bâtiment pour s'assurer que les nouveaux immeubles qui sont construits là, aient des règles un peu plus élevées par rapport à l'accessibilité universelle. Là, on a déjà déposé un projet de règlement pour faire des modifications concernant l'accessibilité et l'adaptabilité au niveau des logements. On comprend qu'on a beaucoup à faire. Je veux juste vous rappeler que j'ai déjà été ministre responsable des services sociaux. Donc, pour moi, l'accessibilité de nos édifices, les règles de construction, quand on construit quelque chose, particulièrement les accès logis pour les personnes âgées qui sont en légère perte d'autonomie, on comprend qu'on doit les adapter. On ne construira pas quelque chose, après ça, on va l'adapter, on va mettre 2 fois plus d'argent. Donc, je pense que c'est un souhait qui est là. Et je peux vous dire que la Régie du bâtiment travaille d'arrache-pied avec l'Office des personnes handicapées pour faire en sorte qu'on puisse rendre le plus de bâtiments possible accessibles et que ce qui a été adopté, sanctionné dans le projet de loi 155 de mon collègue, le ministre des Affaires municipales, on va pouvoir aller de l'avant bientôt pour l'accessibilité des petits commerces.